Salut les maniacs du gros son qui tâche, j'espère que vous allez bien en ces temps de confinement qui ne fait que s'éterniser. On garde le moral en musique de préférence. Et je voudrais encore une fois vous remercier pour tous vos messages d'encouragement que je lis bien sûr, que je like et qui m'inspirent. Et donc ça me donne envie de continuer à faire des petites vidéos parlant de hard rock et de métal bien sûr, notre musique adorée. Vous n'êtes pas sans savoir que les années 90, et notamment la deuxième partie des années 90, ont été très difficiles pour notre style, qui est le hard rock et metal. Le style est devenu complètement ringard avec l'avènement de groupes comme Nirvana, Alice in Chains ou Soundgarden. Et ensuite est venu le new metal et l'avènement du black metal vers 93-94. Que faire quand à cette époque on n'est ni fan de black metal ni fan de new metal et que tous nos groupes adorés tels Machine Head, Pantera ou encore Metallica, pour ne citer que les plus connus, sortent des albums décevants. Eh bien j'ai sélectionné une dizaine de disques, 10 albums entre 96 et 99 qui, selon moi, mériteraient d'être réhabilités ou sont devenus depuis des classiques. Et ce sont des albums qui m'ont surtout aidé à tenir le coup, à continuer d'écouter du métal, parce que de toute façon, j'aurais pas pu, faire autre chose que d'écouter du métal. C'est en moi, quoi. C'est dans mon ADN, dans mes veines. Et comme le new metal, ça me parlait pas. Pour moi, il y a eu vraiment une cassure avec la sortie du premier album de Korn. Et du coup, ces 10 albums-là, ce sont pour moi des disques indispensables entre 96 et 99. On commence, sorti à l'été 96, le premier album des Anglais, les 5 membres de Dirty Beheaded, groupe à la carrière éphémère, un EP, 2 albums, dont ce Temptation, produit par Colin Richardson, et 10 titres dans le style en vogue à l'époque. Ça sonnait bien Pantera, Machine Head, mais en plus mélodique, en plus lourd, et avec un chanteur qui savait moduler sa voix, Alex Creamer. Malheureusement, ils n'ont pas eu de succès, et c'est bien dommage. Dans leur pays, en Angleterre déjà à l'époque, faire du métal comme ils le faisaient, c'était vraiment courageux de leur part. Et suite à la sortie de leur deuxième album, Chamber of Ages, je pense, en 97, le groupe s'est séparé. Néanmoins, cet album est indispensable, ne serait-ce que pour les 3 morceaux, Behind the Sun, Witness, Temptation, puis après le morceau le plus rapide de l'album, We Are Your Family. Vraiment, cet album aurait mérité, et ce groupe aurait mérité davantage de reconnaissance. Dirty Beheaded en 96. 1998, un album qui a mis du temps à traverser l'Atlantique, l'album des Américains de Diabolic, Supreme Evil. L'album a été enregistré en 98, mais je pense, et je suis quasiment sûr même, qu'il est sorti en 2000 avec une pochette de Petagno, le dessinateur attitré de Motorhead. C'est pas son meilleur travail, mais à l'intérieur, c'est que du bonheur, du Brutal Death qui fait la nique à pas mal de groupes de black metal de l'époque. C'est bien evil, c'est super bien produit et c'est haineux, c'est tout ce que j'aime. Et franchement, ça aussi, c'est vraiment un disque qui aurait mérité davantage de succès. Mention spéciale pour l'album entier, et notamment Ancient Hatred, Sacraments of Friends ou Rack of Torment. Mais de toute façon, vous pouvez aller sur YouTube, écoutez-moi cet album, et franchement, c'est de la bombe. Diabolic en 98. Toujours en 98, sur un label français, sur Osmose Productions, Angel Corpse, encore Brutal Death, encore une pochette de Petagno. Et là, les 4 Américains font pas de quartier. Gene Palubicki à la guitare, Pete Elmcamp à la basse et au chant, Bill Taylor, le futur Immolation, à la guitare, et le futur Origin, John Longstreth à la batterie. Exterminate, c'est l'album le plus connu du groupe, avec le classique Falleluja,
mais tout l'album est bon, hein. Rip the Whirlwind, Christ Hammer, Wartorn, Son of Vengeance, une production vraiment béton, et là aussi vraiment un album qui fait la nique à la plupart des groupes de black metal en termes de haine et de violence. Angel Corpse, indispensable. Je ne peux pas oublier Vader. C'est pas la pochette d'origine, ça c'est la réédition Night of the Vinyl Dead de 2012, mais l'album Black to the Blind, là aussi c'est en death metal. Il n'y a pas que du death, hein, je vous rassure, mais en death metal, c'est vraiment ce qui se fait de mieux en Europe à l'époque. Oui, c'est ce qu'il y a de mieux en Europe à l'époque, il n'y a pas photo. Et puis bah, c'est un line-up quelque peu remanié, puisque sur cet album figure le guitariste Moser qui remplace China, qui était parti la même année, en 97. Et toujours Shambo à la basse, toujours Peter à la guitare au chant, et Doc bien sûr à la batterie. Et là, vraiment impressionnant de maîtrise ce groupe-là avec ce troisième album. Arrive à maturité la blinde de classiques True Names, Carnal bien sûr, qui a été interprété pas mal de fois sur scène depuis le morceau Black to the Blind, Heading for Eternal Darkness. C'est un must, le troisième LP de Vader, Black to the Blind, vraiment indispensable en death metal. Et là, encore une fois, hein, on l'entend, il se démarque totalement de Morbid Angel. Voilà. On part dans une veine plus mélodique, hein. Le groupe de Valdemar Zoricta, le groupe de Dave Lombardo, Gus Chambers, Grip Incorporated. Alors ça, c'est du métal de grande classe, que ce deuxième album paru en janvier 97, il me semble, Nemesis, avec son clip qui depuis est devenu un classique, Rusty Nails, et bien sûr, Pathetic Liar, War Between One, morceau rapide à la Slayer, Scream at the Sky, qui est vraiment somptueux. On m'a d'ailleurs raconté que le groupe cette année-là était passé au Grass Pop et que lors du morceau Scream at the Sky, il s'est vraiment passé quelque chose, communion parfaite avec le public. Je veux bien le croire, hein. La personne qui m'a raconté ça n'était pas du genre à me raconter des billevesées. Donc Rusty Nail, bien sûr, le clip est le classique de cet album. Et c'est le dernier album avec Jason V. Brooks, le bassiste, qui allait être remplacé pour la tournée d'ailleurs de cet album. Nemesis, toujours en 97, voilà un groupe qui ne me décevait pas à l'époque, Megadeth et son Cryptic Writings. C'est dans une veine plus mélodique, mais sincèrement, un morceau comme Almost Honest, c'est totalement irrésistible, avec le line-up emblématique, hein, Nick Menza, Marty Friedman, et bien sûr Dave Ellefson et Dave Mustaine. Donc cet album, il est vraiment bon, bien plus convaincant qu'un Load ou Reload de Metallica, et il a eu son petit succès quand même, hein. Megadeth, ils ont quand même réussi à garder le cap pendant cette décennie, on ne peut plus difficile. Cryptic Writings. Allez, toujours en 97, Overkill qui s'inspire de Prong, de Megadeth et de Pantera pour nous sortir un album bien brutal et bien ancré dans son époque, From the Underground and Below. Le titre d'ouverture est somptueux, It Lives, vraiment un classique qui mériterait d'être rejoué sur scène. De toute façon, les morceaux d'ouverture chez Overkill, ça a toujours été une constante, ce sont toujours des tueries. Et franchement, ce morceau mériterait d'être rejoué sur scène parce que c'est vraiment une bombe. Et puis après, c'est marrant, on écoute des morceaux et puis on se dit ah bah tiens, ouais, effectivement, c'est un mélange de prong avec Megadeth, comme par exemple le morceau Save Me. On a l'impression que c'est le riff de Symphony of Destruction, passé à la moulinette prong, époque cleansing. Mais vraiment, cet album, Long Time Dying, Genocia, c'est vraiment du bon boulot, et produit par Colin Richardson, qui a produit, on en a parlé tout à l'heure, Dearly Beheaded. Donc voilà, Overkill, là, c'est vraiment un groupe qui m'a redonné espoir dans le métal. Et puis le fait de les avoir vus en live aussi à cette époque, ça m'a vraiment impressionné. Là, on touche au sublime, je pense que des 10 albums, il y a quand même Vader, Diabolique. Mais bon, alors là, franchement,
chef-d'œuvre en 99, Testament, qui se réinvente avec cet album The Gathering et un line-up de folie. Alors bien sûr, le noyau dur est là, Eric Peterson à la guitare, Chuck Billy est au chant, épaulé par James Murphy à la deuxième guitare, Steve DiGiorgio à la basse et Dave Lombardo à la batterie. Et là, franchement, un line-up de tueurs, ça ne pouvait donner qu'un album de tueurs. Et ce The Gathering, c'est vraiment l'album à posséder de cette année 99. De Do Not Resuscitate à Fall of Spillon, et en passant par 3 Days in Darkness, True Believers, il n'y a que des classiques sur cet album. Et c'est un album qui, franchement, quand il est sorti, m'a vraiment fait forte impression, et ça reste mon album préféré de Testament. Il faut se rendre compte que quand même le groupe a sorti The Legacy, The New Order, et aussi Démonique qui est très bon, mais là cet album pour moi c'est le must du groupe Testament. Alors là franchement ça c'est cet album qui m'a réconcilié avec le groupe. Motorhead, Overnight Sensation, paru à l'automne 96. Motorhead, j'avais un peu lâché l'affaire, justement dans les années 90, avec des albums comme 1916, ou même March or Die. Hein, franchement, c'était plus ce que j'avais envie d'écouter à l'époque. Et puis, le line-up, j'étais pas totalement convaincu par le retour de Filthy Animal Taylor, malheureusement. Là, sur cet album, c'est quand même le troisième album avec Mikkey Dee à la batterie. J'aurais dû quand même m'en douter un peu, mais j'étais passé à côté des albums comme Sacrifice, comme Bastards, et il a fallu que le groupe vienne en concert à Lille. C'est le 14 janvier 1997 à l'Aéronef. Et suite à ce concert, fantastique concert de la bande à l'EMI, et suite à ce fantastique concert, ça m'a définitivement réconcilié avec ce groupe, et je me suis empressé de me faire la discographie, tout d'abord avec Mikkey Dee. Donc cet album-là, Sacrifice et Bastards. Puis après, j'ai continué à acheter les albums suivants, comme Snakebite Love, comme Hammered. Mais cet album-là, vraiment, c'est cet album-là qui m'a réconcilié avec le trio. Voilà, Motorhead, Overnight Sensation. Un album, pour finir, assez décrié, qui pourtant m'a énormément convaincu à sa sortie. Slayer, Diabolus in Musica, c'est l'album de l'année 98 qui a le plus tourné sur ma platine. Oui. Et surtout, en live, ça restait une machine de guerre imparable, Slayer. Peut-être que cet album a déçu beaucoup de fans, mais moi ce que je sais, c'est que tout le monde était au concert. Et pour moi, franchement, à l'époque, j'étais vraiment pas déçu. Je l'admets maintenant, il tourne pas régulièrement sur ma platine, mais franchement, pour moi, c'était une totale réussite que ce Diabolus in Musica. Voilà, sorti en 98 pendant la Coupe du Monde. Voilà les Maniacs, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais penser à la prochaine pour demain. Normalement, il devrait peut-être y avoir une nouvelle vidéo. En tout cas, merci encore pour votre soutien. N'hésitez pas à liker mon profil YouTube Bruno Iron Halford. N'hésitez pas à aller faire un tour sur ma page Facebook Bruno Iron Halford et mettez des pouces. Voilà, merci à vous et à la prochaine. Ciao, ciao.